Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Aujourd'hui, le Taco des Lacs. C'est à la fois un train touristique et le siège d'une impressionnante collection de matériel en voie de 60 cm. Plus de 90 machines patiemment rassemblées par un collectionneur au fil des années. Le tout à moins d'une heure de Paris. Le Taco des Lacs est situé dans le sud de la région parisienne, à Grès-sur-Loing, entre Fontainebleau et Nemours. Sur un site qui se trouve à peu près au milieu de nulle part, entre lac et forêt, à l'emplacement d'une ancienne décharge. Le Taco des Lacs reprend pour partie le tracé de l'une des anciennes lignes à voie étroite construites pour les besoins d'une exploitation de sable, la sablière de Bourron. Notre train quitte la gare en direction du canal du Loing, où le sable était autrefois chargé à bord de péniches. Dans le sud du département de la Seine-et-Marne, ce type d'exploitation s'est développé dès le milieu du XIXe siècle. Il y a 30 millions d'années, la mer avait envahi la région parisienne, déposant au passage une importante couche de sable qui, par endroits, peut atteindre les 60 mètres d'épaisseur. Ce gisement, qui s'étend sur une cinquantaine de kilomètres de Nemours à Étampes et Dourdan, est considéré comme l'un des meilleurs mondiaux de sable siliceux. Un sable blanc d'une très grande pureté qui est aujourd'hui utilisé dans les domaines de la verrerie fine ou encore de la cristallerie. Pour le transporter depuis le lieu d'extraction jusqu'à la route, une gare PLM ou le canal, d'où le sable partait vers sa destination finale, les différentes sablières établies dans la région avaient construit un réseau de chemin de fer à voie de 60 cm, ayant cumulé jusqu'à 20 km de ligne. La Société des Sablières de Bourron a quant à elle été créée en 1911 pour exploiter la carrière de Bourron dans la forêt de Fontainebleau, puis une ballastière pour diversifier son activité. Des ballastières étaient extraits à un mélange de sable et de cailloux, dont les compagnies de chemin de fer faisaient une grosse consommation pour la construction de leurs voies. La ligne du Taco des Lacs est longue d'environ 5 km, qui se répartissent de part et d'autre de la gare. Notre train, arrivé sur les bords du canal du Loing, a par conséquent atteint l'une des extrémités de celle-ci. Et c'est un triangle de retournement qui va lui permettre de rebrousser chemin et de retraverser la gare pour s'engager sur l'autre partie de la ligne, du côté des lacs. Ceux-ci sont artificiels et sont nés des trous dus à l'exploitation des ballastières. À la gare, on s'affaire à l'entretien du matériel. C'est notamment par une chasse à la toile d'araignée que cet après-midi commence, et par la manœuvre de quelques wagons des rames militaires qui font la fierté du propriétaire du lieu. Nous allons le rejoindre dans un instant à bord d'un wagon infirmerie qu'il est en train de restaurer pour l'intégrer à l'une d'elles, pendant que notre balade se poursuit sur l'autre moitié de la ligne. L'histoire de Patrick Moureau n'est pas banale. C'est en quelque sorte celle d'un collectionneur qui est entré par la petite porte dans le monde des collectionneurs. Au collège, à l'âge où la plupart de ses copains rêvent de s'acheter une mobilette, il découvre les trains en voie de 60 et achète quelques rails et sa première locomotive. Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la voie de 60 existait. J'aimais bien les trains, mais sans plus.
Mais quand j'ai vu que des trains à l'échelle humaine existaient, ça m'a donné envie d'en avoir un. Et là, j'ai vraiment insisté auprès de mon père pour qu'on puisse acquérir des trains pour en faire. Je sais pas, je voulais faire quelque chose. Et lui, ben, il avait déjà des projets de faire des bateaux, etc. Il n'avait pas trop envie de se lancer là-dedans. Donc j'ai pris mes premières économies, j'étais au collège et j'étais acheté des rails chez un maraîcher. Et puis je dis voilà, j'ai acheté des rails. Et puis en les déménageant avec moi, il a pris goût, il a voulu m'aider à faire une locomotive, etc. Et c'est parti comme ça. Et très rapidement, on a trouvé une loco toute faite dans une carrière à Nemours. Et c'est celle qu'on voit, la petite Dots là. Et c'était, oui, c'était à l'âge du collège, effectivement. Mais elle n'avait pas coûté très cher. Cela dit, elle n'avait pas trop les moyens de l'acheter, c'était une somme miséreuse. Et par chance, il y avait du plomb pour l'équilibrer dedans. Et en vendant le plomb au ferrieur, ça nous a permis de payer la locomotive, voilà, et d'acquérir un vieux moteur d'occasion pour la remotoriser. Un art de la débrouille que Patrick utilisera à de nombreuses reprises par la suite pour arriver à se faire une place dans le monde des collectionneurs où il n'était pas forcément attendu. Ce qui se passe, c'est que je suis le dernier arrivé dans la lignée des grands collectionneurs en France. Et pendant très longtemps, on m'a mis un peu à l'écart. Et comme j'avais pas de moyens financiers, j'étais à l'écart pendant assez longtemps. Et je me suis dit qu'il fallait... déjà, j'ai développé des outils pour être assez débrouillard pour trouver des trains et les acquérir. Et ensuite, j'ai tout pris ce qui était sur les restes des chantiers, on va dire, des usines abandonnées où les collectionneurs avaient acheté les belles choses. Et j'ai tout pris au cas où, parce que forcément, le propriétaire était content qu'on débarrasse le chantier définitivement. Et puis, c'était donc des prix abordables, c'était les miens. Et puis, je me suis dit qu'avec tout ça, un jour ou l'autre, j'aurais les moyens de faire quelque chose. Donc, j'ai tout pris sans distinction. Et tout pris aussi pour que ça ne soit pas détruit et oublié. Et ce qu'on a fait assez rapidement, c'est qu'on a eu un train qui a ouvert dans un zoo. Et ça nous a fait quelques économies. Ça nous a permis après améliorer la collection. Enfin, la collection, c'est un grand mot, mais faire des achats, voilà, et de l'entretien. Quant à l'ouverture du Taco des Lacs sur le site, elle est intervenue un petit peu plus tard. Et le facteur décisif fut la présence d'un pont de l'ancienne voie ferrée exploitée par la Sablière, qui n'avait pas encore été détruit. Ça commence en 82, quand je peux acquérir 7 km de voie lourde dans une cimenterie en Cotentin, dans le Cotentin. Et là, effectivement, je voulais faire un train, mais sur une ligne avec une histoire locale, etc. Et là, il restait le pont sur le loin, c'était ça qu'il fallait faire à 1 heure de Paris. Le pont avait été laissé comme on laissait les ponts, parce que c'était un gros travail. Mais quand je suis arrivé, la Sablière avait une mise en demeure de le démolir dans l'été. Donc je l'ai acheté 2 mois avant sa démolition. Et je crois que le propriétaire était bien arrangé de trouver un acquéreur, parce qu'il n'avait pas la mise en œuvre à faire. Il se débarrassait en même temps du chantier et du pont. Voilà, donc c'était bien pour nous, et ça nous permettait d'avoir un train avec un site extraordinaire à 1 heure de Paris et avec un pont métallique, ce qui n'est pas courant non plus. Il n'y avait rien, c'était une friche, et même ici, là où on se trouve, c'était un remblai en fait, c'était une décharge. Ouais. Et donc il n'y avait pas de voie ferrée, il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait rien, effectivement. Ça c'est 82, et puis on a installé les rails jusqu'en... Non, on a installé les rails entre 84 et 85, on est ouvert après. Quelque chose comme ça, oui, je ne me souviens pas trop. Le réseau, qui ne devait pas s'appeler le Taco des Lacs, a été baptisé ainsi car un publicitaire de renom vivant dans la région et séduit par le projet a décidé de donner un coup de main à son promoteur. J'ai eu la chance d'avoir dans le village un grand publicitaire de renom et qui est venu faire un tour de train et qui m'a dit voilà, j'ai vu que... Enfin, l'ambiance lui plaisait, il m'a dit voilà, je vais t'aider, je suis un grand publicitaire. Il m'a appris à faire les mises en page, à faire les dépliants, les affiches, choisir la police de caractère, les couleurs, tout ça. J'ai tout appris comme ça. Et il m'a trouvé un nom avec Jacques Ségala quand même, c'était pas rien. Ils ont bossé là-dessus. Et ils ont tous dit, il ne faut pas que ça s'appelle Taco de Sablière, ça fait trop de travail, trop d'efforts, trop de sueur. Et il y a un lac, il faut l'appeler Taco des Lacs, ce sera plus touristique. Voilà. Et c'est plus sonore, une parenthèse incroyable, c'était Taco des Lacs, pour eux ça faisait clang, 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 comme dans les rails. Ah oui. C'est ça qui m'avait dit, voilà, c'est ça qui m'avait convaincu. Et bien qu'ayant été porté sur les fonds baptismaux par un grand nom de la publicité, le Taco des Lacs se fait discret dans sa communication. Ce qui ne l'empêche pas de voir ses convois se remplir. Ça l'intérêt, c'est qu'on ne parle pas trop de nous-mêmes, et les gens ont toujours la sensation d'avoir découvert un truc rare
aux portes de Paris est confidentiel et c'est ça qui nous porte. Ouais. Ils ont toujours l'impression d'avoir déniché et confidentiellement ils se repassent l'information et en fait cette année on remplit le train, on n'a jamais fait de publicité. On n'a même pas imprimé de dépliants cette année encore. On va en faire parce qu'on en a besoin comme support, mais c'est vrai que c'est plus nécessaire. Une fois le voyage à bord du train terminé, la découverte ne s'arrête pas pour autant pour les visiteurs du site, qui sont conviés à la visite de la collection. Nous, dans la collection, on a les trains de sablières de la région qu'on a commencé à collectionner en arrivant ici, regrouper tous les trains de toutes les sablières qui ont existé autour de Fontainebleau. Et ensuite, on s'est pris d'intérêt pour les trains militaires et on restaure les 4 trains militaires qui ont servi pour la Grande Guerre de 1914-1918. Et ces trains-là, ils sont français, ils sont complets, ils sont américains, ils sont anglais, ils sont allemands. Et chaque train a sa composition complète de machines à vapeur, de machines à essence, parce qu'il n'y avait pas de diesel à l'époque, machines à essence. Chacun a son porte-canon, chaque train a son wagon plat, son wagon couvert, etc. Et son wagon citerne, c'est très important, parce que on a les 4 citernes des 4 trains français et belligérants. Et en fait, ce sont les citernes qu'on a portées sur le front pour avoir de l'eau potable pour les animaux, pour les gens, etc., pour alimenter le front en eau potable. Et également, ils avaient une autre utilisation, on pouvait les accrocher aux locomotives pour donner de l'autonomie aux machines. Cette collection de trains militaires est là pour rappeler que si le système de Cauville a beaucoup été utilisé dans le domaine de l'industrie, le commandant Péchot a été à l'origine de son adaptation aux besoins des armées, notamment au cours de la Grande Guerre en 14-18. Il y a beaucoup d'origines militaires finalement qui ont été utilisées. Après, c'est des trains qui ont été vendus dans l'industrie, mais on s'est aperçu au fil du temps qu'on collectionnait des trains qu'ils étaient souvent militaires. Et c'est ça qui nous a donné l'idée, pas d'élan cocorico, rien du tout. Je n'avais pas d'intérêt pour la chose militaire au départ. Mais quand j'ai compris que ces trains étaient militaires et qu'ils avaient une origine comme ça, on s'est pris vraiment de passion de les restaurer dans les règles de l'art. Et depuis 15 ans, ici, on fait toujours le train du 11 novembre, en commémoration, au respect des gens de la guerre de 14. On sort ce qu'il y a de plus rare en train militaire, on les compose dans l'ordre, par train de pays, et on les fait circuler. Et cette année, là, je suis en train de travailler sur le wagon anglais, c'est la pharmacie, c'est une ambulance anglaise. On l'a acheté à Barcelone, on est en train de la restaurer, mais la pauvre machine a été vraiment détruite. Et ce sera le train anglais cette année qui fera le parcours du 11 novembre. Il y aura ce wagon à bord, et puis la machine à vapeur, et le wagon citerne, etc. Pour le plaisir des yeux et celui des aiguillonautes, quelques déplacements seront exceptionnellement réalisés en ce jour de tournage de notre reportage. Car, en temps normal, ces wagons ne sont mis en mouvement que pour le 11 novembre. Et c'est Mina, l'une des bénévoles de l'association, qui est à la manœuvre. Mina qui n'a pas encore son permis voiture, mais conduit des trains depuis quelque temps déjà. Ouais, j'ai pas encore mon permis en fait. Je suis en train de le passer, mais c'est vrai que sinon, ça fait 6 ans que je conduis une petite voiture sans permis qui fait donc moins de 500 kilos. Et en fait, je me suis mise à conduire les trains. Donc là, on passe directement à 10 tonnes en fait. La première fois que j'ai passé des vitesses, c'était sur un train. Je suis arrivée ici, en fait, j'ai atterri à Gray il y a 7 ans. Et puis moi, je viens d'un monde... j'ai fait beaucoup d'événementiels, j'ai travaillé en informatique, après je me suis spécialisée en informatique créative, donc musique, vidéo, la création de sites web. Et quand je suis arrivée ici, donc on nous appelle les geeks, et quand je suis arrivée ici, il y a mon frère qui m'a dit il faut absolument que tu ailles voir, il y a des geeks des trains là-bas. Ça m'a fait rire en fait, je me suis dit tiens, des passionnés. Je suis venue ici, j'ai fait un tour de train. Quand j'ai fait le tour de train, je suis descendue, j'ai vu Nia qui nous a visité. Je lui ai dit écoute, là je suis ravie parce que si on peut faire rouler un train dans son jardin, c'est que tout est possible dans la vie. Et conduire un train, c'est aussi possible, même sans être un ou une passionnée à l'origine. Le parcours de Mina en est la preuve. Mais il lui a fallu, comme à tous les autres bénévoles, montrer patte blanche et faire preuve de sa détermination. Avant de s'installer aux commandes d'une machine, il faut bien connaître la ligne et le matériel. Pendant 2 ans, Mina s'est ainsi frottée aux différentes tâches qui permettent à une association de faire vivre un train touristique. Accueil du public, aiguillage, peinture, nettoyage des wagons, accompagnement en cabine,
ont été au menu de son apprentissage. Ici, je suis contente d'avoir passé toutes les étapes et de ne pas avoir conduit comme un caprice, mais vraiment en connaissant les aiguillages, en connaissant toute l'histoire, en connaissant... Et finalement, c'est venu encore plus comme une récompense. Ça a été très progressif. J'en ai fait 1, puis 2 en regardant, puis 3, puis d'un seul coup j'ai conduit. Je me souviens de la première avec Nia, parce qu'on était 2 filles. C'est vous qui conduisez? Ah bon? Accueillir, sourire et dire bonjour aux gens, ça y a pas de problème. Mais alors, quand on a commencé à monter dans le train, qu'ils ont vu qu'on démarrait, alors là on voit les yeux qui disent tiens, c'est dingue. Et ouais, je m'en souviens, j'avais qu'une peur, c'était de démarrer trop vite et de donner un à-coup. Donc en fait, Patrick me dit souvent que je conduis très doucement. Très doucement, je fais très attention à ce que je fais, j'essaye d'être prudente, j'essaye de faire très attention et d'être bien précautionneuse. Donc ouais, je m'en souviens et même encore aujourd'hui, ça reste une aventure. La prochaine aventure de Mina qui sera, vous l'avez deviné, le passage de son permis de conduire. Le Taco des Lacs est ouvert tous les week-ends et les jours fériés, tous les jours en juillet et en août, jusqu'au 11 novembre, jour des fameuses circulations des rames militaires des 4 belligérants pour commémorer l'armistice de la guerre de 14-18. La semaine prochaine, dans Aiguillage, retour sur l'exposition Fédérail 2017 qui s'est tenue il y a quelques semaines à Rosny-sous-Bois. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages, les rendez-vous du lundi dans lesquels nous nous intéressons à toutes les formes de pratique des loisirs ferroviaires et un reportage découverte le vendredi consacré au modélisme ferroviaire et au patrimoine ou à un chemin de fer touristique la dernière semaine de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage. Et pour recevoir les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à sa newsletter en passant par le site www.aiguillage.eu. Enfin, bonne nouvelle, grâce à votre soutien, il y aura une 10e saison d'Aiguillage à partir de la rentrée prochaine. Mais j'ai toujours besoin de votre aide pour la réaliser, alors devenez un aiguillonnaute VIP. Je vous explique tout ça dans une vidéo spéciale que vous trouverez sur la page Devenir VIP du site d'Aiguillage.